Vivre pleinement malgré les troubles de santé mentale et ou des phobies, est-ce que c'est possible? Aujourd'hui, on rencontre Ariane Arpin-Delorme, qui est auteure, journaliste, conférencière et fondatrice de l'agence de voyage Esprit d'aventure. Allô, Ariane. Allô, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Mhm, Merci d'avoir accepté de te joindre à l'aventure pour faire une rencontre avec nous, pour nous parler un peu plus de toi et de tes projets. mhm. J'aimerais, de prime abord, que tu nous dises qui est Ariane Arpin-Delorme. Euh, je pourrais dire passionnée, donc grande passion, les grandes passions dans ma vie, donc qui tournent autour du voyage, du tourisme, du voyage et aussi de la santé mentale. Donc, autant mes études, mes différentes carrières ont vraiment joué sur ces deux volets-là. Est-ce que ça se complète? Peut-être. Pour moi, le voyage, c'est ma meilleure thérapie. Je suis consciente que c'est pas accessible à tout le monde, mais bon, ça peut être fait de différentes façons. Et en ce moment, effectivement, j'occupe mon temps à écrire autant des articles, donc les livres aussi, et puis aussi à continuer de faire fonctionner mon agence de voyage, Esprit d'aventure, ça fait 10 ans en fait, là. Oh, wow! Donc, qui a évidemment vécu avec les dernières années, là, que c'est une industrie qui a vécu encore plus de haut et de bas, mais ça reprend tranquillement. Et pourquoi ton agence de voyage, là, pour y revenir, pourquoi l'avoir appelé Esprit d'aventure? Qu'est-ce qui t'a interpellé dans ce titre-là? Ben, je pense que on a tous ou presque un esprit d'aventure. Je pense qu'on recherche toute l'aventure à certains niveaux. Autant il y a des gens qui vont quand on parle du terme, quand on mentionne aventure, se disent les sports extrêmes, etc. Pas nécessairement. Hein? Donc, juste de partir en voyage, par exemple, j'ai encore beaucoup de femmes qui partent seules pour la première fois. Donc, c'est évidemment toute une aventure. On a des préoccupations différentes que les hommes. Donc, en voyage, évidemment, faut pas s'arrêter, mais il faut se préparer peut-être autrement. Donc, je pense qu'on a tous l'esprit d'aventure. Et puis, depuis là, au moins 23 ans que je travaille dans le domaine du tourisme, du voyage. En fait, je me suis toujours concentrée plus sur l'organisation de voyages sur mesure. Donc, c'est vraiment des voyages personnalisés un peu partout dans le monde. Donc, c'est vraiment selon notre état d'esprit, selon justement le niveau d'aventure qu'on souhaite. Donc, c'est ça. Je pense qu'on a tous l'esprit d'aventure et on a tous envie, en fait, de vivre ce que le voyage peut apporter, là. Beaucoup, en fait. Et tu l'as dit un peu en introduction, qu'est-ce que toi, ça t'apporte le voyage? Parce que c'est plus que justement faire un voyage d'une semaine là, pendant les fêtes pour aller se relaxer. Là. Toi, ça t'apporte encore plus que ça, si je ne me trompe pas. Ben, ce qui est bien aussi, hein, il y a pas de bonne et de moins bonne façon de voyager ou dépendamment justement de notre état d'esprit, ce qu'on a besoin, c'est correct d'aller sur la plage aussi et rien faire, c'est parfait. Souvent, les Québécois ont des préjugés par rapport à ça, mais il n'y a pas de mauvaise façon. Mais je dirais que moi, ce que ça m'apporte depuis l'adolescence, en fait, là, puis je me suis donné la chance de partir longtemps dans des destinations, de travailler en coopération internationale aussi, donc plus près des gens, plus près pour des projets auprès des enfants ou auprès de la protection de l'environnement. Mais j'ai voyagé, je me suis donné la chance encore aujourd'hui de voyager beaucoup seule. Donc, et j'aime autant les autres façons de voyager, mais je dirais que de voyager seule, en plus, ça me permet vraiment d'utiliser des habiletés que j'ai pas nécessairement la chance d'utiliser dans le quotidien ici. Et donc, ça apporte en fait plein de petites victoires. C'est très bon pour l'estime de soi et donc la confiance en soi qui permet de poser des actions. Les gens viennent beaucoup, en tant que femme aussi, les gens viennent plus facilement vers nous quand on est seul. Donc, pour moi, c'est mon échappatoire quand ça va bien, quand ça va mal. C'est vraiment, je dirais que c'est pas mal là où je me sens la meilleure version de moi-même. Là. Ça semble cliché, là, on l'utilise souvent ces derniers temps, peut-être ce terme-là, mais c'est vrai, c'est pas mal. Autant que
je continue toujours à travailler en même temps et donc c'est beaucoup en même temps. Le stress disparaît, là, même si je suis dans des situations stressantes en voyage. Le stress du quotidien ici est très différent. Et c'était justement ma prochaine question parce que quand on fait des voyages plusieurs fois par année, c'est pas justement toujours pour aller s'étendre sur la plage et boire pas de la sangria, mais il y a d'autres. C'est le fun. Qu'est-ce que tu fais en voyage? Parce que là, je vais montrer là, tenir debout. Mm-hmm. Tu en as parlé un petit peu là, de certaines aventures. J'aimerais que tu nous expliques un peu ce que tu fais pendant tes voyages pour dire justement que tu vis des situations un peu difficiles ou plus. Ouais. Ben déjà, ce que j'aime faire en voyage et que j'aime faire ici et qui m'aide aussi à ma santé mentale pour faire le lien, je fais beaucoup de randonnées, en fait, randonnée, vélo, plongée, voile, donc beaucoup de sports de plein air. Donc ça, autant qu'ici, ailleurs, ça m'aide, en fait. C'est ça, à avoir, disons, à garder une bonne santé mentale, l'intervention par la nature et par l'aventure. Et puis, j'ai interviewé des experts dans le livre à ce sujet-là. Donc, l'effet que ça a sérieusement sur notre santé mentale. Mais effectivement, dépendamment des situations qui me sont arrivées dans le passé, j'écoute beaucoup ma petite voix, là, qui se trompe pas mal jamais. Mais il y a plein de trucs, en fait, puis que je donne souvent aussi aux femmes, justement, là, qui voyagent seules, mais il y a une espèce de confiance, en fait, puis que je retrouve quand je suis en voyage, même dans des situations particulières. Là, dernièrement, je reviens là, de la Jordanie et l'Égypte, qui est extraordinaire, où il y a pas de problème, mais c'est sûr qu'il y avait un certain stress et tension par rapport à ce qui se passe dans les pays voisins, et puis c'est tragique, évidemment. Donc, il y a vraiment... c'est comme si j'arrivais à garder mon calme, j'étais plus confiante, j'avais une meilleure estime de moi. C'est vraiment particulier. Puis pourtant, ici, je dis pas que je réalise rien, là, au contraire, mais il y a un stress de la vie une anxiété, un stress dans notre société dans laquelle on choisit de vivre, là, Oui. mais qui est pas toujours évident à gérer. Donc, ailleurs... c'est ça. Je pourrais dire que je suis là. C'est comme je disais, j'arrive à être la personne que je souhaite être. Ouais. Si on revient justement à ton tout récent livre, Tenir Oui. debout, j'aimerais que tu commences par nous expliquer le titre. Je trouve qu'il a une signification très profonde. J'aimerais que tu nous expliques, tu sais, d'ailleurs, un peu pourquoi tu as décidé d'écrire sur l'anxiété, les phobies, puis comment tu as fait pour trouver le titre Tenir debout, parce qu'on s'entend que ça concorde vraiment très bien avec le concept, là. Oui. Ben, puis tu le sais, hein, pour écrire, c'est des projets, des fois que ça fait, c'est pas mon premier livre, mais c'est le premier livre sur la santé mentale. Oui, j'ai un background en psychologie puis en coaching PNL, comme toi, si je me trompe pas. Oui. Mais donc, c'est ce qui m'a redonné aussi le goût d'écrire là-dessus. Mais c'est un projet que depuis 5 ans que je pense. Et puis pendant 1 an et demi, là, jusqu'à sa publication au mois de mai, que j'ai travaillé vraiment 7 jours sur 7, tu le sais. Oui, puis il est épais, là, il y a du stock, là, c'est une bible, c'est pas, oui. pour vrai, là, c'est quelque chose qu'on garde vraiment près de soi, on se réfère. Exact. C'est ce que je voulais créer. Et non que ça soit intimidant, je voulais vraiment que ce soit davantage un ouvrage de référence, en fait. Et il est très graphique et visuel, donc c'est pas un livre qu'on lit du début à la fin d'un trait. Ça, on va vraiment chercher... c'est pour ça que j'ai mis la table des matières en début. Vraiment, les témoignages qui résonnent davantage en nous, puis aussi les pistes, les outils qui pourraient nous être utiles ou aux proches. Donc, tenir debout au niveau du titre, en fait, c'est que je souhaitais, puis le travail photographique vient appuyer le tout, je souhaitais partager que ça suffit en fait de vivre dans la honte
quand on a un trouble de santé mentale, peu importe lequel, peut même diagnostiqué ou pas. Donc, c'est de plus vivre dans la honte, peu importe les conséquences, en fait, sur notre famille, sur notre carrière. Il y a moins de tabous, on s'entend depuis la pandémie, mais il y a encore beaucoup d'incompréhension. Il y a encore beaucoup de jugement. Je pense que les gens c'est pas nécessairement une mauvaise intention, mais ils sont inconfortables encore ou ils manquent de délicatesse. Donc, ils vont porter des jugements par rapport à ce qu'on prenne après médication ou pas, ou tu sais, vraiment. Donc, je voulais m'en tenir debout, c'était, ça suffit, on accepte qu'on peut avoir un trouble de santé mentale, on peut avoir vécu de l'anxiété, surtout depuis la pandémie, on peut avoir vécu des stress post-traumatiques depuis la pandémie, mais ça fait partie de nous, mais ça ne nous définit pas. Et on continue à évoluer là-dedans. Donc, vraiment, tenir debout, parce que je pense que quand on a un trouble de santé mentale, dépendamment lequel, on peut bien vivre une vie, puis j'en suis l'exemple, on peut vivre une très belle vie, mais peut-être que ça demande beaucoup plus de travail, tu sais, pour passer outre, puis bon, travailler sur soi, mais bon, c'est la vie. Et ce que je voulais aussi compléter avec le titre, l'image de la funambule, qui a aussi été une recherche. Et puis, j'ai eu la chance de travailler avec Mathilde Corbeil, qui est un peu partout, en fait, là, depuis les dernières années. Et pour moi, c'était aussi pour démontrer que, ben oui, hein, on marche un peu comme sur un fil, comme une funambule ou un funambule quand on vit avec un trouble de santé mentale, mais le fil sur lequel elle marche et qui se retrouve dans tout le livre, c'est pour représenter aussi les ressources, les outils, les pistes, les organismes, l'entourage, hein, donc qui est quand même, qui nous supporte. Et qui est là et qu'il faut aller chercher, qu'il faut aller demander de l'aide. Donc, c'est comment je pourrais l'expliquer. J'en parle aussi dans l'introduction du livre, là. C'est ce que je voulais représenter avec le titre et puis l'illustration. Parce que, tu sais, personnellement, pour en vivre aussi, là, certains troubles, je pense que chaque personne va peut-être l'interpréter à sa façon, là, le tenir debout, mais en même temps, quand on a des problèmes de santé mentale, on a souvent l'impression, comme tu dis, qu'on perd l'équilibre, qu'on ne réussit pas à tenir, à avoir un chemin droit ou à réussir à garder notre équilibre, autant physique que mental parfois. C'est vraiment très criant comme titre. Personnellement, je trouve qu'il parle vraiment beaucoup. Là, si je me trompe pas, parce que je sais que tu en parles un peu dans ta biographie, fait que je vais me permettre de te poser la question, parce que ça dit que tu vis plus ou moins en étroite relation avec la dépression depuis l'adolescence et que tu as été diagnostiquée à quelques reprises à ce sujet. Est-ce que tu peux nous parler un peu justement de ton vécu ou peu importe, là, du fait que tu connais ça, ce sur quoi tu as écrit? Effectivement, puis ça fait partie d'une raison. Je raconte pas mon histoire dans le livre. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est davantage un travail de journaliste, donc un essai journalistique que je voulais mettre de l'avant, donc aller interviewer les gens et leur donner une voix. Mais évidemment, ça m'a influencée pour avoir été diagnostiquée avec un trouble dépressif chronique, là, ce qui fait qu'il est toujours un peu présent, et d'avoir fait, je dirais, peut-être 3 grandes dépressions dans ma vie là, diagnostiquées. Donc, que je comprends ce que c'est. Et même jusqu'à dernièrement, on en entend, je veux dire, j'entends encore des jugements ou de l'incompréhension par rapport à la dépression. Je suis l'exemple que oui, on peut, comme je disais, réussir quand même une belle vie selon à notre échelle, donc peu importe le genre de réalisation qu'on a envie de mettre de l'avant, mais c'est vraiment comme tu sais, ben c'est d'essayer.
et je me suis entourée de ça aussi, j'en ai fait certaines carrières, mais c'est de toujours essayer différentes approches. Et le livre démontre aussi, de toute façon, tous les experts interviewés dans le livre démontrent que c'est un ensemble d'approches qui fonctionnent, même si scientifiquement, ça a été prouvé que la psychothérapie et la médication fonctionnent ensemble. C'est pas pour tout le monde, ça veut pas dire qu'on est rendu là, c'est pas accessible non plus dans le système de santé actuel. Donc, c'est un ensemble d'approches. Donc, moi, j'ai trouvé ce qui, toutes les gens, je parlais de l'intervention par la nature ou l'aventure, j'ai trouvé plusieurs pistes qui fait que j'arrive à bien aller. Mais il y a des journées que c'est moins, ça va moins bien. Mais tu sais, avec le temps, puis avec justement, c'est un travail d'une vie, là. Mais qu'on ne soit pas diagnostiqué avec un trouble de santé mentale, on devrait travailler. Si on est en mesure financièrement, ou bon, il y a plein d'éléments là, qui viennent, on devrait essayer de travailler sur soi de toute façon, un peu à tous les jours, ouais. Et là, le livre comporte en fait 12 personnes inspirantes, mais c'est 60 regards. Oui, donc j'ai interviewé, puis c'est commencé comme ça, en fait, interviewé 12 personnes. Je dirais que j'ai communiqué avec une centaine de personnes. Ouais, et puis mais j'avais en tête d'interviewer davantage, là, en profondeur, 12 personnes. Provenant de profils différents, ayant des troubles de santé mentale différents, donc pas seulement qui vivent la dépression ou l'anxiété. Donc, on parle vraiment de tous les troubles de santé mentale et je me suis sentie très privilégiée parce que c'était la première fois qu'ils racontaient leur histoire comme ça, vraiment comme ça dans les détails. Et pour eux, ça a été très thérapeutique et ça a été aussi toute une démarche parce qu'après la relecture de la première version, donc c'est venu chercher plein d'autres émotions et puis donc toute la démarche avec le photographe, le lancement du livre, donc plusieurs étapes, mais c'était des gens qui étaient prêts à dire justement, je veux plus vivre dans la honte et je souhaite, et puis je pense que je peux aussi m'inclure là-dedans, que toute la souffrance que j'ai vécue ou que je vis encore, là, dépendamment des situations, je souhaite que ça soit pas pour rien. Tu sais, j'ai envie d'aider les gens, j'ai envie d'inspirer les gens. Peu importe ce que ça va amener, hein, parce qu'il y a des suites au livre, il y a certaines personnes qui ont été interviewées à la radio, qui ont parlé dans les groupes d'entraide, qui ont commencé. Donc, peu importe là où ça peut mener, c'est de dire effectivement cette souffrance-là, cette expérience-là de vie n'aura pas été pour rien. Et donc, je veux inspirer les gens. Mais il y a plusieurs personnes à qui j'ai parlé qui étaient intéressées, mais qui soit peut-être n'avaient parlé déjà trop et avaient peur de retomber plus bas, ce que je comprends, ou avaient peur que ça affecte leur carrière ou la famille, hein, qui n'est pas nécessairement au courant. Et il y a des personnalités connues dans le livre aussi. Donc, il y avait ça aussi. Et que ce que j'ai compris par la suite, je me disais, OK, il faut vraiment que ce soit des gens qui soient prêts. Même principe pour le travail photographique. Certaines personnes me disaient, ils m'ont tous dit que je les sortais de leur zone de confort. Puis, parce que je voulais mettre un visage, que ça soit, dire, ben là, c'est ça, là. C'est pas seulement écrit, c'est là. Je ne veux plus vivre dans la honte. Donc, fallait être prêt. Et puis, en interviewant ces 12 personnes-là, il y en a quelques-uns que j'ai vus plusieurs fois aussi, tous en personne. Et il y a tellement de sujets intéressants qui ont fait surface, là, que finalement, j'en suis venue à interviewer 48 experts intervenants, donc 60 personnes en tout. Et donc, ça a été tout un travail que souvent que j'ai rencontré là, via Zoom, ça a été tout un travail parce que tout était intéressant, mais de retranscrire et de choisir ce qui, de faire des liens avec les pistes, qu'est-ce qui était, donc que ça soit pas répétitif et puis que ça parle de tout, en fait. Je voulais vraiment parler de toutes les approches pour ne pas promouvoir une approche ou une autre.
parce que ça dépend où on est rendu dans notre démarche, en fait. Et donc, médecin, psychologue, coach, je veux dire pharmacien, c'est vraiment on parle de toutes les approches, là, que ça soit ensuite les autres, qu'est-ce que je pourrais dire, les autres thérapeutes, donc que ce soit travailleur social, yoga thérapeute, enseignante de méditation, vraiment toutes les approches, je pense, qui existent. Je suis un peu moins allée dans les approches énergétiques, pas parce que c'est pas intéressant ou pas parce que j'ai pas essayé non plus. Mais des fois, bon, j'ai essayé de rester dans ce qui est peut-être, je pourrais dire, prouvé d'une certaine façon pour rester aussi, garder une certaine crédibilité. Mais après, il y a d'autres approches qui sont pas, qui sont bonnes, qui sont pas, même s'ils sont pas prouvés, qui peuvent nous faire du bien quand même. Tu sais. Et bon, j'ai comme 12 questions en même temps qui me viennent en tête. Tu as parlé tantôt qu'il y avait, puis je l'ai lu, là, le texte sur la nature, pas l'importance de la nature, mais l'intervention de la nature et l'intervention de l'aventure, oui. Et quels sont les autres, tu sais, juste pour que les personnes puissent voir à quel point ils vont trouver de tout là-dedans. Quels sont les sujets que les spécialistes ont abordés en particulier? Ben, ce que je peux dire, que ça soit ce que j'ai parlé peut-être dans d'autres entrevues, donc qui semblent répondre à un besoin, je dirais, on explique l'anxiété versus le trouble anxieux, parce que là, je pense que depuis la pandémie, tout le monde dit qu'ils sont anxieux. Mais je pense sans accepter ou comprendre que c'est normal de vivre un stress ou une anxiété, ça nous permet de rester alerte à certaines choses. Et là, ben justement, versus quand ça devient un trouble anxieux, donc il faut agir autrement. Donc, il y a une section aussi justement à la fin des 12 témoignages qui est plus ciblée pour les enfants et les adolescents, donc en fait, davantage pour les parents, comment parler de santé mentale avec ses enfants et parce qu'entre autres, on entend beaucoup parler que les enfants, les adolescents vivent beaucoup justement d'anxiété et de troubles alimentaires en ce moment. Suivant les réseaux sociaux qu'ils utilisent, etc. Mais sinon, les pistes, autres pistes bienveillantes, on parle évidemment de l'exercice physique, on parle de l'alimentation intuitive, on parle de la respiration, l'hypnose. Il y a plusieurs exercices aussi gratuits qu'on peut accéder en fait dans le livre. On parle de la zoothérapie, la musicothérapie, la kinésiologie, l'ergothérapie, l'ostéopathie, l'art-thérapie, le yoga du rire, d'autres intervenants qui vont parler aussi, parce que avant de donner des pistes et des outils, ils essaient aussi de démystifier les mythes. Donc vraiment, par exemple, on parle des dépendances à l'alcool et aux drogues parce que lorsqu'on vit l'anxiété aiguë ou une phobie, 50%, là, sans généraliser, mais environ 50% des gens vont aller s'automédicamenter, ce qu'on comprend. Donc, pourquoi? Qu'est-ce que ça amène? Donc j'ai interviewé, entre autres, un intervenant de dépendance. Qu'est-ce qu'on parle comme piste, que ce soit la pleine conscience, le théâtre, la danse, évidemment, la psychothérapie, donc vraiment comment ça se passe dans le bureau du psy. Donc, il y a toute une section assez détaillée là-dessus. Donc, c'est vraiment, il y a énormément de pistes, en fait, à tout point de vue, selon justement ce que les témoignages aussi, surtout ce que les témoignages ont ressorti. On parle de la cyberdépendance. Et ça, c'est un point qui est, pour le mentionner, qui j'imagine ne te surprendra pas, mais presque tous les gens qui ont témoigné et les experts m'ont parlé des effets négatifs des réseaux sociaux et d'Internet sur la santé mentale. Non, donc, c'est effectivement pas...
C'est pas surprenant. Puis tu le mentionnais un petit peu tantôt, hein, que les jeunes aujourd'hui, l'anxiété a augmenté à cause des réseaux sociaux. Oui, puis la En gros. cyberdépendance, oui. C'est Donc, juste le fait qu'ils regardent leurs likes. Ah, j'ai pas assez de likes, comment ça, c'est pas normal. Il y en a une, telle fille a plus de likes que moi. exact. Donc, c'est de se comparer à ce qu'on... On l'a toujours fait, malheureusement, se comparer aux autres, mais là, on se compare souvent aussi. Je pense que la limite est fine entre se comparer à quelqu'un être inspiré par quelqu'un sur les réseaux sociaux, que ce soit un athlète, etc., et versus se comparer à lui et donc de pas se comparer à quelqu'un de réaliste en fait. Donc Ouais. qu'est-ce que ça peut amener et là et donc que ça soit les troubles alimentaires et que ça change notre discours intérieur, nos croyances amènent d'autres croyances en fait limitantes. Donc c'est des termes de coaching que tu vas entendre, mais que tu connais, mais donc souvent qu'on parle dans le livre aussi, tu sais, comment travailler son discours intérieur pour essayer de se sentir mieux, en fait. C'est tous les pistes, en fait, c'est pour se sentir mieux au Et je trouve quotidien. ça, pour les plusieurs méthodes que t'as dites, je trouve ça intéressant parce que comme tu l'as dit un petit peu plus tôt, je bégaye, j'ai de la misère. Il y en a vraiment pour tout le monde, tu sais, dans le sens où quelqu'un qui n'a pas nécessairement l'argent pour aller se payer une thérapie, mais l'art-thérapie, là, c'est quelque chose, tu sais, tu vas acheter des crayons de couleur avec, tu sais, je sais que les mandalas, c'est souvent quelque chose qui est Mm-hmm. utilisé Mm-hmm. pour tout ce qui est au niveau de psychologie, là. Mais, fait qu'il y en a pour tous les budgets. Exact. On donne beaucoup de pistes. Et le but, ce n'est pas que les gens s'auto-diagnostiquent, mais que s'ils n'ont pas déjà un diagnostic, mais c'est vraiment dire, OK, bon, exemple, je pense que je vis peut-être ça et comment je pourrais essayer. Donc, justement, et c'est vraiment, ça donne plusieurs façons. Donc, que ce soit écrire un journal, comment on peut écrire un journal et de différentes façons. On parle de changer son espace intérieur. Donc, ça, c'est vraiment tous des experts que j'ai interviewés. Donc, faire des petits changements dans son espace intérieur pour s'aider selon les changements de température, de saison, etc. Donc, c'est des petits détails, mais qui changent, en fait, qui changent comment on se sent. Donc, c'est une foule de pistes. Donc, ça, pour moi, c'est important. Puis aussi pour les gens qui ont témoigné, de pas, oui, c'est important d'être inspiré par les gens et de ne pas se sentir seul. Mais qu'est-ce que je fais là, au quotidien pour essayer de me sentir mieux? C'est ça, je vis un stress ou je pense que peut-être que j'ai un trouble de santé mentale, mais avant d'aller peut-être consulter parce que je suis pas prêt ou je le fais déjà, je consultais déjà, mais qu'est-ce que je peux faire moi au quotidien pour m'aider? Parce que ce livre-là, là, même si quelqu'un a déjà fait un cheminement personnel, il va quand même trouver beaucoup d'outils dans ce livre-là qu'il peut appliquer à son quotidien. Fait que c'est vraiment pour tout le monde, dans le fond, autant pour si on est au début d'un développement personnel, si on est en trouble de santé mentale, diagnostiqué ou non, ou si on l'a fait un cheminement puis qu'on veut juste continuer sur la même voie ou aller plus loin. Exact. Puis il y a beaucoup, autant aussi pour les parents, des fois qui savent plus peut-être comment agir avec leurs enfants ou leurs adolescents, puis qui veulent aider, mais que bon, donc vraiment pour leur donner des ressources aussi, et puis des pistes, et aussi, puis même les grands-parents, hein, je parlais justement dernièrement avec un journaliste pour la revue Virage et justement qui est financé par la FADOC et comment, comme grands-parents aussi, on peut aider aussi notre rôle si nos petits-enfants ou vivent certains troubles de santé mentale. Je pense que
je souhaite, c'est que ça soit un peu la bonne chum de fille qu'on garde sur la table de chevet, puis qu'on va rechercher des pistes à essayer. Et aussi, ce que j'aimerais mentionner, c'est qu'après chaque témoignage, qui sont déjà très graphiques, là, avec des encadrés, etc., il y a vraiment une foule de ressources, d'organismes qui en lien avec le trouble de santé mentale et aussi pour les proches aidants. Et puis, il y a aussi vraiment une foule une bibliographie de tous autres ouvrages, en fait, que j'ai consultés et qui, donc, afin de propulser sa réflexion plus loin, là, selon ce qu'on souhaite. Donc, ça l'a pas... je pense que je l'ai écrit pour que ça dure longtemps, là. Pourquoi, Ariane, avoir choisi d'écrire avec 60 regards plutôt que d'écrire selon ton regard avec ton expérience et tes formations, tes connaissances et ton vécu? J'ai donné quelques trucs, en fait, là, quelques trucs qui, pour moi, là, qui fonctionnent. Je pense que, je sais pas, moi, peut-être comme journaliste où j'aime donner la voix aux gens, essayer de faire une différence. Je pense que autant que je parle davantage de mon histoire depuis la pandémie, mais peut-être davantage sous le chapeau d'entrepreneur. Parce que déjà, en tant qu'entrepreneur, notre santé mentale en prend un coup souvent, le niveau de risque qu'on accepte de prendre, etc. Et parce que pendant la pandémie aussi, comme entrepreneur, ça a été difficile. Donc, j'en ai parlé davantage. Il y a beaucoup de gens qui se sont confiés. Donc, je me suis dit, bon, je pense que là, mon rôle, entre parenthèses, est là. Et pourquoi j'ai pas raconté mon histoire? Ben, peut-être autrement, ailleurs. J'ai l'impression que que je pouvais aider peut-être davantage sous cette formule-là. Et ce que j'aimerais aussi mentionner, c'est que le livre a été endossé par l'Ordre des psychologues. Donc ça a été une belle réussite, entre parenthèses, pour moi, parce que c'est ce qui a repoussé aussi la publication comme d'une saison ou deux, parce que, donc, et sans être psychologue, donc ça, c'était déjà, je pense que pas seulement ça ajoute une crédibilité au livre, mais donc qu'ils reconnaissent qu'il y a un besoin et que pour moi, c'était important peut-être parce qu'en ayant fait mon coaching PNL complet, c'est important que chacun des thérapeutes reste dans leur champ de profession. Parce qu'on sait qu'au Québec, il y a des professions avec des actions réservées et puis des termes réservés. Donc, pour moi, c'est important de suivre la loi, mais aussi d'informer les gens pour dire, ben oui, il y a le coaching, parce que c'est très présent. Hein. Les gens, s'ils regardent sur leurs réseaux sociaux, ils reçoivent plusieurs quand même offres de formation, de fin de semaine, de retraite, etc. en coaching. Donc, qu'est-ce que c'est le coaching? Qu'est-ce que c'est le coaching PNL? Quelles sont les limites du coaching? C'est pas de la psychothérapie. Donc, expliquer un peu chaque limite de chaque profession pour que les gens soient informés. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise approche, mais il faut savoir qu'est-ce que chaque thérapeute a le droit de faire et où on peut aider. Donc, c'est comme ça que j'ai travaillé avec l'Ordre des psychologues pour m'assurer que tout était en ordre, mais aussi surtout pour mieux informer les gens, en fait, pour vraiment qu'ils sachent dire, OK, ben si je vois un psychologue, il va pouvoir travailler sur mon trouble de santé mentale. Si je vois un coach, on va travailler sur d'autres objectifs, tu sais, puis c'est correct.
Donc, pour moi, c'est important je suis peut-être allée un peu loin là, dans l'histoire, mais c'est Ah non, mais c'est important. parfait, hein? C'est parfait. Moi, je suis vraiment, je suis captivée par tout ce que tu dis, fait que je suis complètement l'histoire, moi, là. Mais c'est important pour moi parce que je pense il y a tellement d'informations qui circulent. En plus, notre profession de coach c'est un terme qui a été galvaudé dans les Oh, dernières que oui. années. Donc, pour nous qui avons fait des vraies études, des longues études, c'est souvent c'est ça. Les gens ont un préjugé. Donc, je souhaitais vraiment expliquer les choses correctement, puis informer les gens, tu sais, parce que je pense que c'est difficile pour les gens de savoir où se Oui. retrouver. Et quand on a non seulement un trouble de santé mentale, mais aussi qu'on est dans peut-être une phase peut-être plus basse, peut-être qu'on est un peu plus vulnérable. Donc, juste de faire attention, de savoir dans quoi on s'embarque, en fait. Et ça me donne une idée de question en même temps. Qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui veut consulter un coach pour être sûr que le coach est compétent et qu'il a vraiment les études nécessaires pour le soutenir? Parce que là, on se mentira pas, là, il y en a quand même des coachs qui se disent coach puis qui n'ont pas d'études puis que c'est juste parce qu'ils ont lu 100 livres de développement personnel puis là, ils se disent « Ah, moi, je peux être coach dans la vie ». Selon toi, là, quelles sont les meilleures astuces que tu peux donner à quelqu'un pour s'assurer que la personne est compétente et sinon qu'elle va être assez humble pour lui dire écoute, à partir de là, moi, je peux plus t'aider, je te réfère à un psychologue ou un psychiatre, peu importe. Ben déjà, tu sais, déjà, le coaching est surveillé par l'ordre des psychologues là, maintenant, et puis il y a certaines personnes qui travaillent auprès de la loi pour justement mettre de l'avant les gens qui ont étudié. Après, dans la formation, moi, j'ai suivi une formation, il y en a plusieurs écoles, là, mais moi, j'ai suivi une formation de 1000 heures au CQPNL. Et avec des stages supervisés aussi et tout. Donc, c'est quelque chose que je trouve que j'ai vraiment apprécié. Donc, après, il y a différents stages, il y a différentes étapes dans les études de coaching. Donc, c'est pas parce qu'on peut être arrêté à la première étape, praticien en PNL, puis être en mesure de faire plein de choses, sans s'être rendu au post-maître. Je pense que, déjà, oui, pour les gens, de demander les études. Donc, la formation complète, c'est 1000 heures. Après, la personne peut être en cheminement de la suivre et aussi, c'est correct. Hein? C'est juste d'être transparent dès le début. Je pense que ce qu'il faut garder en tête, c'est que, comme tu sais, le coaching, c'est de la thérapie brève, donc 3-5 rencontres peut-être. Puis c'est de travailler sur des objectifs concrets. Donc, par exemple, j'ai un client qui est en dépression. Je le sais, il m'en a parlé évidemment depuis le début. Il est aussi en psychothérapie. Tant mieux, il a les moyens pour se payer les deux. Mais je vais pas travailler sur la dépression ou sur son diagnostic. On va travailler sur un objectif par exemple, créer une routine, parce qu'il y a de la misère à se créer une routine, évidemment, quand on est en dépression. Des fois, juste se brosser les dents, c'est difficile, là, tu sais. Oui. Donc, se créer une routine et aussi, je pense que ça tourne souvent autour de l'estime de soi. Dans le livre, on fait la différence, ça, je trouvais, entre l'estime et la confiance en soi, parce que je pense qu'on mêle souvent les deux. Puis je trouvais ça intéressant de discuter des deux. Mais souvent, je pense que ça touche l'estime de soi, ou bon, dépendamment de l'expérience passée. Donc, on va travailler avec lui aussi un rituel. Moi, j'appelle un rituel douceur, une espèce de rituel qui lui fait du bien et qui est réaliste aussi, qui n'est pas réaliste dans le temps, puis qui dépend juste de lui. Hein? Parce que souvent, je pense peut-être que les gens vont en psychothérapie ou en coaching parce que ça ne fonctionne pas avec quelqu'un d'autre ou au travail ou bon. Après, on apprend qu'on n'a pas de contrôle sur personne. Donc, il faut être responsable nous-mêmes, puis il faut faire, c'est ça, il faut travailler avec le thérapeute. Hein. Mais je pense que pour les gens, puis moi, je conseille, tu sais, toujours,
fait un appel d'introduction, il faut que ça clique avec n'importe quel thérapeute, il faut que ça clique. Puis c'est correct de demander quel genre d'études, puis sur quoi, sur le genre peut-être d'outils que la personne utilise. Donc, dans le livre, je décris vraiment bien qu'est-ce que ça peut faire un coach, qu'est-ce que ça peut faire un psychologue. C'est deux approches différentes, mais donc, le coaching ne travaillera pas sur la santé mentale directement, tu sais, mais sur des petits objectifs, justement, la routine. Moi, c'est souvent, on dirait que ça revient souvent, des fois, un peu à ça, là, pour l'instant, les clients, que les gens, les clients qui viennent me rencontrer, là. Je pense que les deux sont deux approches puis peut-être que tu l'as déjà entendu, ce que j'aime dire, puis là, c'est évidemment pour aider à imager le tout. Je pense qu'un psychologue, selon l'approche qu'il va utiliser, là, il y en a plusieurs, mais un psychologue est davantage un archéologue qui va peut-être retourner dans le passé davantage. Et ce qu'on devrait faire toute une psychothérapie sûrement dans notre vie, tu sais, mais qui va retourner, c'est ça, plus dans le passé. Et puis, le coach est peut-être plus un architecte, tu sais, qui va essayer de bâtir à court terme dans le futur. J'aime ça. C'est une super bonne analogie. Ouais, je trouve que ça aide peut-être aux gens à comprendre un peu plus, tu sais. Donc, dépendamment de ce qu'on est en mesure. Mais ce que je trouve, donc, il y a Mylène, une des psychologues que j'ai interviewée dans le livre, qui parle en introduction par rapport à c'est quoi la santé mentale, là, et aussi au milieu du livre qui nous parle, comme je disais tout à l'heure, de comment ça se passe dans le bureau du psy. Fait que ça peut être un peu la même démarche qu'on peut faire si on cherche un coach, en gardant en tête qu'on ne travaille pas sur les mêmes choses, mais comment ça se passe, quel genre de questions qu'on devrait poser au thérapeute, parce qu'il faut le magasiner, hein, puis c'est quel genre de drapeau rouge aussi qui fait que il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, là, sans dire que c'est un mauvais thérapeute, mais il y a une relation qui est un peu particulière. C'est quand le temps d'arrêter? Peut-être. Ça, c'est intéressant. Parce que ça peut continuer longtemps. C'est quand le temps que, oups, OK, là, peut-être que c'est le temps d'arrêter. Donc, ça, je pense que ça peut être intéressant comme base, en fait, pour magasiner un thérapeute. Parce que je pense que ça, c'est important, puis on l'entend souvent le dire, là, que c'est important, mais j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont dit que, bon, exemple, la première fois, ça n'a pas cliqué, peu importe les raisons. Peut-être qu'ils n'étaient pas prêts, peut-être que ça... C'est ça, il y avait une personnalité un peu différente et qui ont arrêté, et qui malheureusement, qui ont une mauvaise expérience et qui ne sont pas allés essayer ailleurs. Donc, c'est un peu dommage parce que, surtout qu'ils étaient prêts à faire la démarche. Je pense qu'il faut essayer. Il faut se donner une chance. Là. On s'entend que, c'est sûr que la relation avec le thérapeute, elle est importante. Mais ça, c'est un peu comme une relation d'amitié ou peu importe. C'est pas avec toutes les personnes que tu rencontres que tu vas automatiquement bien t'entendre puis que tu vas avoir envie de te confier. Ça fait pas en sorte qu'ils sont moins compétents ou non, ça fait juste en sorte que tu dois chercher ailleurs. Mais souvent, on dirait que les gens arrêtent à la première mauvaise expérience donc c'est un peu dommage, ouais. Ben ça, mais tu sais, le système de santé est tellement complexe et tellement long. Tu sais, je peux m'imaginer pour avoir été en attente pendant 1 an et demi sur la fameuse liste d'attente. Et là, tu réussis à avoir un rendez-vous avec quelqu'un avec qui ça ne clique pas. Donc là, tu dis, OK, tout est à recommencer. Non, ça peut être décourageant. C'est là que le coach peut être intéressant, justement, pendant que tu es en attente. Ben, tu peux aller voir un coach pour essayer de t'aider à garder le cap et à garder un peu la tête en dehors de l'eau durant l'attente avant de voir un psychologue ou un psychiatre. Là. Exact. À la fin du livre aussi, il y a une section sur le système de santé aussi québécois, qui n'est pas parfait, mais j'ai interviewé différents experts par rapport à qu'est-ce qu'eux pensent, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, puis c'est quoi la réalité en ce moment, comment ça marche. Donc, ça aussi, je pense que ça peut amener de belles réflexions, puis informer les gens par rapport à où on en est. Oui, vraiment. Mis à part voyage et nature, qu'est-ce qui se trouve dans le coffre à outils d'Ariane?
Donc, voyage, plein air, nature, méditation. Ouais, que j'ai recommencé il y a quelques années. Je dirais que j'en fais depuis très longtemps, comme le yoga aussi, mais j'arrivais pas à, comme beaucoup de gens, je pense, j'arrivais pas à connecter. En fait, je trouvais ça long. J'arrivais pas à connecter, puis même, je veux dire, j'ai pris des formations, j'ai suivi des formations avec des moines tibétains, tu sais, tout ce que, bon. Puis, et puis finalement, pour rencontrer la bonne enseignante à ce moment-là, il y a quelques années, qui est Madeleine Arcan, qui est entre autres la cofondatrice de Rose Bouddha, que j'ai interviewée dans le livre aussi sur la méditation, la pleine conscience. J'aimais son approche, donc j'ai suivi une formation, entre autres, en ligne, et je continue à faire des méditations guidées. Parce que ça m'aide à revenir là, quand justement mes pensées partent ailleurs. Et ça l'a cliqué en fait avec elle parce que je trouvais que c'était quelqu'un aussi qui avait les pieds sur terre. Donc moi, c'est ce que je cherchais, quelqu'un qui avait les pieds sur terre, puis que c'est ça, qui enseigne la méditation, mais qui n'est pas parfaite, puis qui le dit, puis qui continue, tu sais, à essayer. Donc, son approche, en fait, m'a paru plus réaliste pour moi. Donc, ce qui me fait du bien, je pourrais dire, entre parenthèses, la zoothérapie, donc je ne suis pas selon des ateliers, parce que dans le livre, on en parle selon vraiment qu'est-ce que c'est la zoothérapie selon des ateliers, mais d'une certaine façon, moi, mon chien m'apporte beaucoup, en fait, là, de calme, et puis je l'amène partout aussi, donc ça me fait du bien. Donc, je disais yoga, respiration. Ça, c'est fou comment ça aide physiquement et mentalement, et on le fait pas. Donc, je donne beaucoup d'exercices. Un petit peu justement l'effet de la respiration sur le corps et le mental? Ben, entre autres, il y a un exercice qu'on parle que tu connais sûrement, là, la cohérence cardiaque. Et donc, c'est ça, différentes. Ça pourrait être aussi le yoga Kundalini, donc où vraiment on apprend à respirer différemment. Mais ça, je pense qu'il faut être peut-être un petit peu plus avancé dans le yoga. Mais j'ai pas toutes les données scientifiques là, au niveau physiologique, mais en fait, on n'est pas conscient de notre respiration, tu sais. Et par exemple, moi qui fais beaucoup de migraines et de maux de tête dans la vie en général, quand je prends le temps de m'arrêter, de respirer, en même temps peut-être que de méditer, là, si on veut, ou peu importe, ça change tout, en fait. Souvent, ça va justement me permettre de ne pas prendre de médication. Mais ça, c'est moi personnellement. Puis ça se pratique, ça s'entraîne. Mais ça me calme, ça calme. Je ne sais pas, toi, qu'est-ce que ça fait aussi quand tu prends le temps de respirer, tu es consciente de ta respiration, tu sais? Nous, en neurosciences, expliquait que la cohérence cardiaque, là, pour le docteur, moi, c'était avec David Lefrançois. Il expliquait que ça active le système parasympathique. Donc, que ça calme tout, ça apporte justement l'état de calme puis de bien-être à l'intérieur. Moi, perso, c'est parce que je suis tellement concentrée à compter jusqu'à 5 en expirant et en inspirant et en expirant que j'ai comme pas le temps de penser à autre chose. Parce que je sais que je dois compter 5 jusqu'à 30. Fait que là, je veux pas me mêler dans mes chiffres. Fait que je suis plus dans le moment présent, justement, à penser à mon comptage qu'à mon angoisse. Tu te focalises sur d'autres choses, dans le fond. De focaliser sur sa respiration ou sur... c'est comme si on choisit de mentionner un mantra, peu importe lequel il est, quand on médite, on se concentre en fait là-dessus, puis on oublie le reste. En coaching, on va apprendre souvent les ancres, tu sais, souvent que les gens vont faire comme ça.
moi, je sais que ça fonctionne pas avec tout le monde. Moi, ça fonctionne avec moi. Pour certaines personnes, ça va être de tenir un objet, par exemple, significatif, mais si on le pratique, puis si on est à l'aise avec ça, c'est que c'est un truc qui fonctionne, que les gens ne voient pas. Donc, si on est dans une situation devant des collègues de travail, on sent l'anxiété ou le stress monter, ben de faire un encre où donc ça paraît pas, en fait, les gens savent pas ce qu'on fait, et c'est de retourner dans cette espèce de sentiment, de moment ou de visualisation où on est bien, tu sais. Dans l'hypnose, hein, que tu connais aussi, puis on donne plusieurs exercices d'auto-hypnose dans le livre, ben c'est de la visualisation. Encore là, c'est intéressant d'expliquer c'est quoi l'hypnose, parce que souvent les gens ont encore une idée préconçue parce qu'ils pensent à l'hypnose de spectacle, ce qui est pas ce qu'on parle. Non. Les gens, on perd pas nos moyens quand on travaille. Ça, en fait aussi, à un certain moment, ça m'a beaucoup aidé, ça aussi, l'hypnothérapie. Et donc, j'ai interviewé un hypnothérapeute dans le livre et qui explique justement, en fait, c'est ça, au niveau de la visualisation, de se retrouver dans un endroit où on est bien, de changer son discours intérieur. Je pense que ça ne semble pas compliqué, mais je pense que c'est la pratique, en fait, hein? Oui, comme dans tout. Oui, c'est ce qu'on dit souvent. Mais quand on dirait qu'enfant, on ne se rend pas compte de la complexité des choses. Tu sais, il donne souvent l'exemple de quand tu apprends à marcher, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. Mais marcher, tu n'as pas vraiment le choix de l'apprendre. Parce qu'en vieillissant, on dirait que c'est tout le temps plus complexe de persévérer dans quelque chose qu'on trouve difficile parce qu'on a appris d'autres chemins. Tu sais, quand ils disent pourquoi c'est plus facile de penser négativement que penser positivement, mais c'est parce qu'on a habitué notre, tu sais, ils appellent ça le chemin neuronal. C'est notre chemin neuronal qui s'en va là, même si on est malheureux, mais c'est quand même un peu notre zone de confort. Et voilà. Donc, on y va facilement, mais après, en méditation, au travail, ben, il y a une fois que ça va fonctionner, justement, de changer ses pensées, puis peut-être que 50 fois, ça fonctionnera pas, mais puis il y a une autre fois que ça va fonctionner. Donc, c'est la pratique. Mais c'est difficile, mais je pense que quand on se donne la chance, puis de commencer à petite échelle, hein, de pas voir, tu sais, je pense qu'on fait pas les choses souvent parce qu'on voit ça comme une montagne, mais si on commence avec tu sais, que ça soit de changer, peut-être d'essayer une approche tranquillement, puis que ça soit quand même le fun, hein? Ça se peut très bien qu'il y ait plein d'approches, parce que souvent les gens disent « Ah, je devrais savoir méditer, je devrais savoir faire du yoga. » Ben, pas nécessairement, là. Je veux dire, c'est pas si les gens ont essayé puis n'aiment pas ça, c'est correct, là. Puis peut-être ça va revenir plus tard, puis c'est correct. Je pense qu'il faut comme trouver ce qui coule davantage. Oui. Essayer différentes choses, tu sais, quand on parle justement de méditation. Premièrement, moi, j'ai fait l'erreur cet été de vouloir essayer de me remettre à la méditation, mais j'ai commencé avec des méditations de 25 minutes. C'était beaucoup trop long. Je confirme que je ne médite plus aujourd'hui. Je m'endurais plus. C'était long, c'était plate, je m'emmerdais. Mais en même temps, on peut essayer la méditation guidée. Tu sais, comme 5 minutes. Nicole Bordelot, là. Oui, ben exact. J'aime beaucoup Nicole aussi. Mais si on n'est pas capable de méditer avec seulement des sons, des sons sans parole, là, on peut justement essayer d'autres styles de méditation. Il n'y en a pas juste une forme. Fait que c'est vraiment d'aller chercher c'est quoi les différents styles de ce que l'on veut, comme l'exercice physique. Il n'y a pas juste le cardio, il n'y a pas juste la musculation. Il y a le yoga, il y a le zumba, la danse, ça peut être plein de choses. Fait que souvent, les gens, ils doivent vraiment prendre le temps de dire, OK, si je veux faire une chose, quels sont mes choix? C'est quoi les différents styles que je peux faire? Puis s'il y en a un qui ne plaît pas, d'aller essayer l'autre. Oui, dans le mouvement, en fait, ouais. Peu importe le genre d'exercice que c'est, mais dans le mouvement, mais de se donner la chance d'essayer, puis puis si ça fonctionne pas à ce moment-là, on laisse tomber. Puis oui, y aller, quand je dis petite échelle, mais tu sais, justement, méditer, ben c'est mieux 5 minutes par jour parce que c'est souvent ce qu'on entend. Les gens disent « OK, non, je recommençais à méditer 30 minutes, 1 heure. » Mais c'est beaucoup dans un horaire, tu sais. Je veux dire, de la vie, là.
C'est tu sais, beaucoup, puis des fois, les gens vont, là, après ça, ils vont se taper sur la tête. Ah, mais j'ai pas le temps de mettre ça dans mon ouais. horaire, ça veut dire que je suis vraiment pas bon parce que là, elle a le temps, mais moi, j'ai pas le temps. Là, on est dans la comparaison, puis qu'est-ce que ça donne à la fin, ça donne plus rien de bon. Dans le fond, on Non, vient tout au contraire. défaire l'aspect positif que c'est censé apporter. Ouais. Dernière question, Ariane. J'ai gardé la plus, je pense, la plus parlante pour la fin. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à quelqu'un qui vit une problématique, peu importe si c'est santé mentale, phobie, diagnostiquée ou pas, ça, c'est pas important, mais qui vit avec le sentiment de honte, de gêne, de culpabilité d'être comme ça. Tu sais, moi, personnellement, je sais que j'ai vécu avec la culpabilité pourquoi je suis de même. Mm. C'est pas une question de pourquoi moi, pas quelqu'un d'autre. Tu sais, il y a personne qui mérite ça, mais pourquoi je suis obligée d'être comme ça, puis je suis obligée de vivre avec la personne que je suis. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ces personnes-là qui vivent avec ces sentiments-là? Ben, je pense que l'important, c'est de réaliser qu'on n'est pas seul. Puis ça, je pense peu importe la maladie, c'est déjà de réaliser qu'on n'est pas seul. Donc, que ça soit en lisant d'autres témoignages ou par exemple en assistant à des groupes d'entraide. Je l'ai fait beaucoup dernièrement, les derniers mois, sans participer, mais j'ai été beaucoup touchée par les gens qui étaient présents. Et ce que je trouve, des fois, on est tanné du Zoom ou du Team ou peu importe ce que la pandémie a amené. Le bon côté de ça, je trouve, ce que j'ai réalisé, c'est que souvent les gens iront pas en personne, hein. Peu importe le groupe d'entraide, là, peu importe ce qu'on va chercher, ils iront pas en personne parce que c'est encore plus intimidant. Mais ce que le virtuel a amené, c'est que c'est très bien possible d'être présent, caméra fermée, micro fermé, on change de nom, ça n'a pas d'importance, mais d'écouter les gens puis de réaliser, ah, je suis pas seule, ah, tel truc, parce que les gens partagent leurs trucs, je pourrais essayer ça. Puis plus tard, ou peut-être la fois d'après, on ouvre notre caméra ou notre micro, puis on partage nos trucs. C'est ce que j'ai vu, je trouvais. Puis autant pour les gens qui vivent avec un trouble de santé mentale qui est très souffrant, peu importe ce qu'on vit, et autant pour les proches aidants. Dans le livre, j'ai interviewé une maman dont le fils vit avec un trouble bipolaire et schizophrène depuis 20 ans. Et c'est important pour moi de aussi donner la voix à un parent parce qu'il y a aussi beaucoup de jugements. Qu'est-ce qu'elle devrait faire? Qu'est-ce qu'elle devrait pas faire? Tu sais? Mais donc, je pense aussi pour les prochains aidants, ce genre de groupe d'entraide-là. Puis après ça, justement, oui, de lire des témoignages ou d'aller entendre des témoignages. Et après ça, ben, on va chercher des ressources. Je pense que de comprendre qu'on n'est pas seul, puis de se laisser la chance d'essayer des pistes et des outils, puis d'essayer de se dire, OK, ben si ça ne fonctionne pas avec moi, c'est correct, il y en a d'autres, il y a une foule, puis je continue parce que je vaux la peine. Puis autant qu'on prend comment je pourrais dire, on fait davantage attention à notre santé physique, même si en même temps, on n'écoute pas nécessairement les symptômes physiques, des fois notre santé mentale, justement, comment je pourrais dire que le fait des fois d'avoir justement certains troubles de santé mentale, évidemment, ça nous affecte physiquement et on n'écoute pas les signes, mais on va quand même prendre soin plus de notre santé mentale sans faire le lien, en fait, avec la santé physique, sans faire le lien avec la santé mentale. Donc, je pense que de réaliser que ben c'est ça. C'est peu importe, c'est un trouble comme les autres, ça fait partie de la santé globale. Que ça touche de plus en plus de gens. Donc, on n'est pas seul et il y a des outils, tu sais, avant que ça soit trop tard, tu sais. Et je pense que que ce soit les gens qui témoignent dans le livre ou autres, dans les groupes d'entraide, je pense que ça montre qu'on peut
justement vivre une belle vie, tu sais. Même avec un trouble de santé mentale, tu sais, puis j'en ai plein de beaux exemples, tu sais, de gens, donc c'est possible mais c'est ça. Puis ben, tous ces actions-là font j'ose espérer que les gens vont plus comprendre, vont moins juger, puis qu'on va pouvoir en parler davantage, mais aussi changer les choses, améliorer les choses plus tôt. Tu sais. Donc, lors des psychologues travaillent en ce moment à essayer d'améliorer l'accessibilité des services. Donc, tu sais, plus on en parle, plus les actions vont être importantes au niveau des instances qui ont vraiment un pouvoir. Là. Donc, c'est ça. Super. J'aime toujours clore l'entrevue en demandant à la personne qu'est-ce qu'on te souhaite pour les semaines, les mois, pour le futur. Ouh! Qu'est-ce qu'on me souhaite? Ben en fait, tu sais, on écrit hein, dans la vie hein, par passion puis pour essayer de faire une différence parce que c'est pas nécessairement pour bien gagner sa vie. Tant mieux si ça fonctionne là, mais je pense que pour moi c'est un projet c'est un projet qui me touche plus que les autres et que j'ai envie de faire vivre longtemps. Donc, en ce moment, je travaille sur un balado, je travaille sur une série documentaire j'ai la chance de connaître les gens qui sont dans le domaine et je suis en discussion avec les cégeps pour qu'ils soient aussi dans les cégeps. Donc, on me souhaite, je dirais que tenir debout, en fait, fasse le chemin puis arrive entre les mains de plus de personnes possible, mais dans le but d'aider, là. Dans le but d'aider. C'est mon souhait. Je te le souhaite du plus profond de mon cœur que tenir debout fasse le chemin qui mérite de faire parce qu'il mérite de se rendre très loin. Je pense qu'il peut apporter énormément de bien et d'outils à quiconque. Et souvent, un peu comme tu en parlais tantôt, on vise les personnes qui vivent le trouble de santé mentale, mais on oublie un peu trop souvent les personnes qui supportent ces personnes-là. Et ça peut ça peut être un merveilleux cadeau pour quelqu'un qui vit un trouble de santé mentale ou quelqu'un qui en accompagne une personne. Je pense vraiment que, écoute, moi, c'est rendu ma Bible. Je n'ai pas tout terminé, évidemment. Non, mais il n'y a pas de, tu sais, tranquillement. Non, mais là, je vais commencer à mettre des petits collants ici, là, sur les côtés pour me référer à ce qui me parle le plus, mais c'est vraiment rendu ma Bible de chevet. Je te remercie du profond de mon âme d'avoir osé écrire à ce sujet-là, d'avoir fait les recherches que tu as faites, d'avoir mis le temps. Je sais que c'est ardu d'écrire un livre, c'est un long processus. Et je pense que ce livre-là mérite grandement d'être sur les tablettes et mérite encore plus d'être entre les mains de chaque personne. Merci beaucoup, ça me touche. Merci énormément et je te souhaite tout le succès dont tu mérites et peut-être à une prochaine rencontre. Oui, merci Caroline. Merci. À bientôt. À bientôt.